Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité de parler de nos travaux sur les cellules stromales dans l'arthrose. Alors d'abord, de quoi on parle? Donc les cellules stromales, il y a encore quelques années, c'est des cellules qui ne servaient à rien, qu'on voyait dans les tissus, mais on ne connaissait pas leur fonction. Et peu à peu, finalement, on a essayé de déterminer, d'avoir des caractéristiques communes et de définir leurs critères pour que ce soit, pour chaque laboratoire, chaque unité, le même phénotype. Et donc, comme vous l'illustrez ici, vous avez un certain nombre de caractéristiques des cellules stromales. D'abord, elles ont des caractéristiques in vitro, donc dans la culture cellulaire, elles sont adhérentes au plastique, avec une morphologie un petit peu particulière, qu'on appelle de type fibroblastique, et puis surtout leur capacité de différenciation au niveau mésenchymateux, au niveau, donc vous les voyez là en bas, donc différentes voies de différenciation, à la fois au niveau adipogénique, ostéogénique et chondrocytaire. D'où l'intérêt dans les maladies ostéo-articulaires comme l'arthrose. Elles ont différentes caractéristiques phénotypiques que l'on peut identifier par cytométrie de flux et donc déterminer justement le fait que ces cellules ont des marqueurs de surface, mais également des marqueurs qui sont différents des cellules hématopoïétiques qui sont CD34+. L'intérêt, bien sûr, de ces cellules, c'est d'avoir ces propriétés de différenciation et surtout d'autorenouvellement. D'où l'espoir qui est suscité par cette thérapie cellulaire. Et l'autre propriété qui est intéressante, mais dans d'autres maladies inflammatoires comme les maladies auto-immunes, c'est leur capacité immunosuppressive. En contact avec des cellules de l'immunité et dans un contexte inflammatoire, elles sont capables d'inhiber à la fois les lymphocytes T, les lymphocytes B et d'autres cellules. Alors ici, c'est présenté les différentes applications thérapeutiques actuellement développées par l'utilisation de cette thérapie cellulaire. Alors, elles sont liées à leurs différentes propriétés et leurs différentes fonctions. Bien sûr, l'effet trophique au niveau cutané, l'effet sur l'angiogénèse, elles vont avoir des capacités angiogéniques. Et ce que je viens de vous parler sur les maladies auto-immunes, leur capacité immunosuppressive. Nous, ce qui nous intéressait, c'est à la fois leur capacité anti-inflammatoire et surtout au niveau des maladies de l'os et du cartilage, et notamment l'arthrose. Alors voilà, ça c'est un schéma qui résume l'ensemble des fonctions de ces cellules stromales dans une articulation arthrosique. Vous savez que dans l'arthrose, il y a différents mécanismes éthiopathogéniques. Ce n'est pas une simple maladie du cartilage. Il y a également l'os sous-chondral qui est impliqué, l'hypertrophie synoviale. Et l'intérêt justement des MSC, c'est d'être capable d'avoir un effet à la fois trophique, anti-apoptotique, anti-fibrotique, et également sur le développement des chondrocytes hypertrophiques, donc à la fois sur la matrice cartilagéneuse et également sur la formation d'ostéophytes. Et également un effet sur la levée de l'inflammation et notamment sur l'hypertrophie synoviale. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter les données donc à la fois in vitro, in vivo, donc chez l'animal et humaine, du développement d'utilisation de cellules souches. Alors, on en trouve un petit peu partout dans l'organisme, les cellules souches. Alors, je ne vous ai pas parlé des sources d'obtention des cellules souches. Alors, la plupart des travaux ont été effectués inhérents au fait que c'était initialement découvert au niveau de la moelle osseuse, au niveau hématopoïétique, par des prélèvements de moelle osseuse. Donc, vous imaginez que c'est quand même assez lourd à organiser. Et l'intérêt, justement, maintenant, c'est qu'on a d'autres sources de provisionnement en ces cellules, notamment le tissu adipeux, le cordon ombilical. On en trouve dans le tissu synovial. Et donc, le tissu adipeux paraissait une source de production beaucoup plus intéressante et beaucoup plus facile à utiliser. Donc, toutes les données qui ont été générées dans ce programme, vous voyez, c'est un projet européen qui a été mené et coordonné par Christian Jorgensen, donc de l'unité INSERM, donc qui est mon directeur au sein de l'Institut également dans l'unité clinique. Donc, ce sont des données qui ont été générées sur un projet de 4 ans. Et donc, on nous a demandé à la fois de prouver l'efficacité in vitro, in vivo, et également de faire une première étape d'utilisation de ces cellules souches dans l'arthrose chez des patients.
Donc ici, sur des données in vitro, eh bien, vous pouvez voir que quand on met en co-culture les chondrocytes dérivés de patients arthrosiques avec des adipose stem cells, donc c'est des cellules souches d'origine adipeuse, vous voyez qu'on a une diminution des paramètres donc, trophiques. Ici, c'est les paramètres donc, de développement du chondrocyte hypertrophique, également diminution des paramètres de fibrose, donc un intérêt à la fois antifibrotique, anti-hypertrophique. Et on voit que cet effet passe par des facteurs paracrines, des facteurs de croissance, et notamment l'AGF, parce que si on met des anticorps pour inhiber justement ce facteur de croissance, eh bien, l'effet sur les facteurs de la fibrose disparaît. Alors ici, c'est justement l'utilisation chez la souris. Développement, donc il y a plusieurs modèles d'arthrose chez la souris. Ici, c'est un modèle de collagénase. Donc, en fait, on injecte les souris avec de la collagénase et ils développent un phénotype arthrosique. Et donc, l'idée, c'était donc d'évaluer justement l'intérêt thérapeutique et préventif de l'injection d'ASC donc en intra-articulaire, on injectait dans l'articulation les ASC, et d'évaluer à 2 semaines puis à 3 mois les caractères histologiques. Donc on a injecté 2000 cellules dans l'articulation. Et ici, vous voyez en fait les résultats à 7 jours et à 42 jours. Vous voyez qu'en fait, il y a une activation, il y a une diminution de l'activation des synoviocytes. Donc en fait, l'effet des ASC passe par l'inhibition de l'hypertrophie synoviale. Ici, vous avez des coupes histologiques où vous voyez une diminution dans le groupe traité de l'hypertrophie synoviale. Et vous voyez également un effet structural avec une diminution de la présence d'ostéophytes chez les souris traitées par ASC. Et ici, ce qui était intéressant également de regarder, c'est où est-ce qu'elles étaient localisées, où est-ce qu'elles étaient efficaces et fonctionnelles. Et en fait, on a réalisé, donc on a marqué nos cellules avec de la GFP, et on voit en fait qu'elles sont situées justement dans ce même modèle au niveau des synoviocytes et au niveau des ligaments, donc là où se situe l'inflammation, la synoviale, et probablement ça passe par un mécanisme lié à l'inhibition de l'inflammation, notamment par les monocytes macrophages. Alors ça, c'est un autre modèle, puisqu'en fait, quand on développe un projet de thérapie cellulaire, il nous faut plusieurs modèles. Donc là, on avait demandé, l'Europe nous avait demandé 3 modèles. Donc ça, c'était la souris. Maintenant, c'est le lapin. Et puis, il y a un autre modèle ici qu'on n'a pas encore fini d'analyser, parce que c'est très lourd à organiser sur la chèvre, donc des gros animaux. Et donc, sur les lapins, eh ben, vous voyez qu'en fait, on a injecté deux doses différentes. 2 millions et 6 millions de cellules, donc toujours le même principe en intra-articulaire. Et on voit que donc chez les lapins traités, on voit une augmentation de l'épaisseur du cartilage qui est plus importante sur la dose un petit peu inférieure à 2 millions. Donc pour résumer en fait à la fois les caractéristiques et les fonctions de ces cellules dans l'arthrose, on voit que de façon in vitro, on a un effet à la fois sur la diminution de l'inflammation, sur la diminution de l'apoptose, sur le phénotype hypertrophique et également sur la fibrose. Et puis in vivo, on a également des données favorables sur la protection du cartilage, la diminution des ostéophytes, de l'inflammation et de la synovite. Donc maintenant, je vais vous présenter les données que l'on a générées sur un essai de phase 1. Donc on est parti donc, sur des patients avec une arthrose déjà avancée. Donc il fallait qu'ils aient une arthrose. On classifie l'arthrose en différents stades radiographiques. Bien sûr, donc on a pris les stades les plus avancés, donc des stades 3-4. Donc en gros, il devait avoir une intervention chirurgicale de type prothèse dans l'année qui suivait l'essai. Et donc, comme principe, donc on a screené tous ces patients. Et donc, on faisait une imagerie par IRM justement pour avoir une idée sur le caractère structural, d'efficacité structurale de ce traitement. Donc, on prélevait, donc on était en autologue, on prélevait le tissu adipeux des patients
avant l'injection. Donc ce tissu adipeux était prélevé comme une lipoaspiration classique et était envoyé à un centre producteur, c'est l'établissement français du sang à Toulouse. Donc ça partait de Montpellier et également d'Allemagne. On avait 2 centres impliqués, à la fois Montpellier et un centre en Allemagne à Würzburg. Et puis on envoyait donc les cellules à Toulouse. Et donc elles étaient donc sélectionnées, il y avait une expansion des cellules, on faisait bien les caractéristiques, on vérifiait évidemment tous les facteurs de toxicité, de safety, etc. Et on injectait en intra-articulaire, 15 jours après, le produit. Donc ici, vous avez le nombre de patients donc, qui ont été screenés. Donc l'étude devait inclure 18 patients. Donc avec 3 doses différentes. Donc c'était vraiment une étude de safety, de tolérance, pour voir si on n'avait pas d'effets secondaires inhabituels. Et ce que donc on a différencié 3 populations de patients avec 3 doses différentes, 2 millions, 10 millions et 50 millions de cellules. Je vais vous présenter les résultats à 6 mois. Voilà un petit peu le principe, c'est-à-dire que les patients avaient une hypoaspiration, les prélèvements étaient envoyés donc, à l'EFS où ils étaient ont testé leur viabilité, leurs critères paracrines de sécrétion, les analyses toxicologiques, et puis elles étaient injectées en intra-articulaire 15 jours après. Et on avait des données à la fois de safety et cliniques sur les 6 premiers mois. Voilà un petit peu comment ça se présentait. Donc ça, c'est juste pour vous vérifier que tous les caractéristiques. On testait évidemment la viabilité des cellules. Il faut savoir qu'on avait une pourcentage de viabilité supérieur à 90% de cellules souches. Et puis on faisait livrer 2 seringues au cas où il y aurait un problème de livraison. Et on injectait 5 ml des cellules avec le véhicule dans l'articulation. Donc, comme pour résumer, donc, premier critère, safety, et deuxième critère, l'efficacité. Donc, en termes de tolérance, eh bien, ce qu'on pouvait s'attendre avec ce type de traitement, bien sûr, c'est l'infection. Donc, on a pris toutes les précautions, évidemment, donc on n'a pas eu de problème. Et puis, ce qu'on peut s'attendre, c'est, étant donné que leur propriété de différenciation, c'est que ces cellules puissent évoluer vers soit former de l'os ou des tissus exubérants dans l'articulation. Donc, avec un recul de 1 an, on n'a pas retrouvé d'événements significatifs. Il y avait des réactions locales qu'on pouvait s'attendre, mais qui ont été très facilement gérées dans les 3 premiers mois, et finalement une très bonne tolérance. Maintenant, je vais vous présenter les résultats en termes cliniques pour ces patients, sachant que c'était des patients avec une arthrose très évoluée. Ici, vous avez les résultats sur le score de douleur, donc une EVA simple de 0 à 100, où ils évaluaient leur réponse avec les différentes doses. Et vous voyez qu'il y a une amélioration de 30 à 50% des patients après injection, et puis c'est surtout que c'est un effet qui se maintient à 6 mois. Ça, ce sont des questionnaires qu'on utilise dans l'arthrose pour évaluer à la fois le côté fonctionnel, mécanique, handicap. Donc il y a également une amélioration. Et puis ce qui est intéressant d'évaluer aussi, c'est le comportement de chaque patient individuel. Et là, donc, on a un effet globalement, je viens de vous montrer, qui est favorable. Ça, c'est le seuil de WOMAC qui est quand même beaucoup plus validé qu'une simple échelle visuelle analogique. Donc sur l'effet WOMAC, on a une amélioration de 30% également de l'échelle WOMAC, ce qui est assez similaire à la littérature. Par contre, il existe des différences très nettes entre chaque patient. Mais bien sûr, ce qui est important, ce que je vais vous présenter à la fin, c'est que dans cette étude, on n'a pas de bras contrôle, de bras placebo. On est sur une phase 1 sans comparateur. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport la littérature, c'est tout à fait concordant, mais encore une fois, on ne peut pas dire que ce traitement est efficace à la fois sur le plan clinique et sur le plan structural. Ici, je vous présente une des données également qui ont été générées avec du DGMRIC, ce sont de l'IRM qui évalue justement les composants en protéoglycans du cartilage. Alors on a sur quelques patients une amélioration, mais sur 6 mois c'est très court. On n'a pas toutes les données générées pour tous les patients. Il y a des patients qui s'améliorent, d'autres qui ne s'améliorent pas. Donc ça, c'est tout à fait préliminaire. Ce qu'on peut dire par rapport à la littérature, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir institué ce type d'essai, il y a surtout une équipe espagnole qui a développé le même type d'essai en autologue avec des prélèvements de moelle osseuse, donc différents du tissu adipeux. Il y a également une équipe coréenne qui a développé le même type de design avec cette fois-ci également le même type d'utilisation que nous. Et puis il y a une étude de 2016 très récente qui a comparé l'utilisation de cellules cette fois-ci allogéniques, donc comparé à un acide hyaluronique, c'est le traitement
qui peut servir de référence actuellement dans le quotidien d'un rhumatologue. Et on voit que sur cette étude qui vient d'être publiée, qui était randomisée, contrôlée, il y a une efficacité du bras allogénique, cellules souches mésenchymateuses. Alors, pour conclure sur cette première partie, c'est qu'évidemment, il y a encore plusieurs questions qui demeurent. Il y a des problèmes à la fois de processus de régulation, à la fois qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une amélioration de l'efficacité, est-ce qu'il faut les préactiver parce que dans un environnement inflammatoire, elles acquièrent leurs propriétés. En dehors de l'inflammation, elles n'ont pas les mêmes types d'efficacité. Quel est le devenir de ces cellules dans l'articulation à long terme surtout? Il y a les problématiques de coût, de production. Est-ce qu'il faut partir sur de l'allogénique ou de l'autologue? Et puis bien sûr, par rapport à ces datas que je viens de vous présenter, on a besoin d'essais randomisés, contrôlés, et c'est l'idée justement de ce consortium. Donc c'est un projet également institutionnel H2020 qui vient de démarrer depuis un an, où on va mettre en place le même processus de production, mais cette fois-ci à une échelle européenne et multicentrique, avec 10 centres qui vont être impliqués, et on va étudier à la fois 2 doses, 2 millions et 10 millions, parce que vous avez vu finalement qu'il n'y avait pas de grande différence entre la dose, et puis bien sûr un bras placebo, et on va faire une évaluation clinique, et ce sera l'objectif principal, de montrer une efficacité clinique et également structurelle en point secondaire. Là, vous avez la liste des 10 centres qui sont impliqués, donc 3 en centre, Montpellier, Toulouse, Paris, et puis d'autres centres donc à travers l'Europe, avec 3 unités de production, Galway en Irlande, Toulouse toujours en France, et Ulm en Allemagne. Donc ils vont générer ces cellules pour cette étude. Et donc je finirai mon exposé pour présenter justement l'équipe à Montpellier, donc avec l'Institut INSERM, donc, qui est dirigé par Christian Jorgensen, l'équipe de Galway avec Frank Barry, qui est le coordonnateur de ADIPO-A2, et puis Würzburg-Ulrich-Noth, qui a fait partie de cette étude de phase 1, qui a généré ces résultats. Je vous remercie de votre attention. Alors, y a-t-il des questions? En attendant la première question, c'est vraiment fascinant. Et une des questions que je me pose, moi, c'est est-ce que ça va être ces cellules qui vont à ce moment-là se différencier et acquérir un phénotype, je ne sais pas, osseux, cartilagineux, etc., qui ont un rôle thérapeutique, ou est-ce que c'est en fait elles vont libérer certaines cytokines et qui, elles, vont avoir un effet thérapeutique? Et dans ce cas, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à simplement essayer de mimer l'effet de ces cytokines? C'est la question qu'on nous pose effectivement souvent, parce que pour le moment, à la fois on est plein d'espoir suscité par le fait de pouvoir régénérer du cartilage, mais pour le moment ce n'est pas l'effet principal. Et l'effet principal, il est plus sur l'effet indirect à la fois sur l'inflammation. Donc c'est pour ça qu'on a donc cet effet plutôt sur la synoviale. Donc dans un contexte inflammatoire, on a un effet anti-inflammatoire avec libération de facteurs paracrines, anti-IL1 notamment, anti-TNF, etc. Et donc on explique plus par cet effet-là. Et l'effet à la fois sur le chondrocyte et la prolifération chondrocytaire, il est probablement indirect. Et encore une fois, pour le moment, on n'a pas encore les éléments pour dire que vraiment ça régénère du cartilage. Il faut encore le démontrer. Sur le modèle de lapin, effectivement, mais sur le modèle de souris, on ne l'a pas mis en évidence. Et puis, ça dépend du modèle qu'on utilise. Il faut savoir que les cellules souches stromales acquièrent leur capacité dans un environnement de stimulation inflammatoire. Si on n'a pas cet environnement inflammatoire, on n'a pas l'effet escompté. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile à répondre à cette question. Après, je pense qu'elles ont un effet tellement large que c'est l'intérêt justement qu'elles suscitent. Après, le fait de cibler les cytokines comme l'anti-IL1 ou l'anti-TNF ou des choses comme ça avait déjà été fait et montré que finalement ce n'était pas le mécanisme principal, mais peut-être qu'on ne s'adressait pas à des bonnes formes d'arthrose. Là, sur l'essai de phase 2, on va partir sur des patients qui auront un gonflement articulaire, donc justement pour être dans les conditions idéales de leur efficacité. Alors, y a-t-il d'autres questions? Combien ça coûte par patient? Oui.
Bon, pour l'étude, c'est différent, hein, mais pour de l'autologue, c'est 10-15 000 euros. Le coût tout compris entre la lipoaspiration, l'envoi des échantillons, le traitement dans le centre de production, etc. Si c'était industrialisé, ça serait beaucoup moins cher de toute façon. Bah, déjà, pour ordre d'idée, si on se met dans l'allogénique, il y a déjà notamment en Espagne, des sociétés, entre guillemets, à la fois des petites entreprises et puis en lien avec les liens institutionnels, qui produisent de l'allogénique en bone marrow, et on est à 4-5 fois moins cher déjà. Mais bon, c'est une problématique qui est également importante. Et en allogénique, quels sont les risques? Alors en allogénique, les risques sont les mêmes sur la transformation ostéoblastique. En allogénique, il faut savoir, c'est pour ça aussi qu'elles sont utilisées dans les maladies auto-immunes. Les MSC n'expriment pas le HLA. Le HLA de classe 1 ou de classe 2. Donc il y a peu de réactions, de réactions contre la greffe. Donc c'est pour ça qu'elles sont utilisées notamment dans des modèles de GVH. Donc on ne sait pas, parce que si on le fait très régulièrement, ça dépend, là c'est sur une seule injection. Si on le fait de façon répétée, parce que là on n'a aucune idée aussi de l'effet à long terme, est-ce qu'il va falloir partir sur de l'injection régulière ou pas? Là le risque, on ne le maîtrise pas encore et ça peut être beaucoup plus important. Parce qu'il y a quand même des absences de similitude, évidemment, géniques. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Pause déjeuner. Merci beaucoup. Et donc, pause déjeuner.